Je vends à 100% des infoproduits. Et en fait, mon business model, il a pour but de maximiser ma liberté. Comment est-ce que tu arrives à éliminer le plus de contraintes de ton quotidien? La définition simple de la liberté, j'inclus là-dedans la liberté temporelle, géographique, la liberté d'esprit, mentale. Pas de réunion, pas de coaching, pas de live. Ouais, j'adore, parce que souvent on nous dit voici comment je gagne de l'argent, et toi tu nous dis voici comment je gagne de la liberté. Le meilleur lancement qu'on ait jamais fait en organique, nous, c'est 2022. On a fait 82 000 € en une semaine, donc 100% en organique, avec un lancement assez simple parce qu'on a envoyé que des emails. Aujourd'hui, j'ai 8002, 8003, 8300 clients. Je pense qu'en fait, la meilleure façon de trouver des réponses, c'est d'itérer, d'avancer, d'essayer. Bienvenue dans le podcast Trajectoire qui explore les stratégies de scale des solopreneurs. Je suis Adri Peyrus, je suis COO freelance et mon taf c'est d'aider les entrepreneurs à scaler. Et aujourd'hui je suis avec ma co-hôte Pauline Alessandra. Salut Adri, salut Tony. Donc Pauline, moi j'accompagne les solopreneurs dans leur stratégie long terme et leur stratégie de diversification. Et on est trop content de t'avoir aujourd'hui. Non seulement on joue à domicile, et on en reparlera, mais en plus tu as un parcours absolument exemplaire en termes d'infoprenariat, de création de communauté, de contenu vidéo, bref. T'as même écrit un bouquin, on va en parler un peu. Mais la première question qu'on a envie de te poser, elle est simple, et on pose la même à tous nos invités, et en même temps, elle dit tout. C'est quoi ton business model? Direct. Je m'appelle Tony, déjà, petite parenthèse. Je suis formateur du coup en ligne depuis 2017. Et mon business model, il est simple, c'est que je vends à 100% des infoproduits, essentiellement de la formation en ligne, quelques produits digitaux type template, etc. Et en fait, mon business model, il a pour but de maximiser ma liberté. C'est toute l'idéologie du business model. C'est comment est-ce que je peux me développer et gagner plus d'argent, mais sans empiéter ma liberté. Tous les choix que je fais ou que j'essaye de faire, ils essayent toujours d'aller dans cette direction-là. Il y a plein de projets que je lance pas, il y a plein de produits que je lance pas, parce que je pourrais peut-être faire plus d'argent, mais au détriment de ma liberté. Voilà, c'est la définition, je pense, Enfin, c'est le truc qui définit mieux un peu mon business model. Ouais, j'adore, parce que souvent on nous dit voici comment je gagne de l'argent, et toi tu nous dis voici comment je gagne de la liberté. Exactement. Trop bien. Et c'est quoi la liberté pour toi? La liberté pour moi, c'est comment est-ce que tu arrives à éliminer le plus de contraintes de ton quotidien. Et comment est-ce que tu arrives à avoir dans ta vie que des contraintes qui te conviennent. Parce que, quoi qu'il, peu importe par où tu prends le problème, tu peux pas éliminer toute contrainte. La formation en ligne, ça a ses avantages de scaling, etc. Mais par exemple, il faut que je crée du contenu, et le contenu, c'est une contrainte, tu vois. T'as des clients avec tes formations, il y a du SAV, c'est une contrainte. Mais c'est des contraintes que je suis prêt à accepter par rapport à ce qu'elles m'offrent derrière. Donc pour moi, je pense que la définition simple de la liberté, c'est comment est-ce que tu peux diminuer les contraintes de ton quotidien pour en fait faire le plus de choses qui te font plaisir. Et moi, j'inclus là-dedans la liberté temporelle, géographique, la liberté aussi d'esprit, mental. Donc schématiquement, dans ton cas, les contraintes que tu veux éviter, c'est genre avoir une équipe, des réunions, ce genre de choses. Ouais, c'est contraintes géographiques, donc avoir un business qui me permet au maximum de ne pas être dépendant d'un endroit. Contraintes temporelles, avoir un business qui est au maximum asynchrone. Qui dit asynchrone dit pas de réunion, pas de coaching, pas de live, pas de trucs précis. J'essaie de maximiser aussi ma charge mentale, les efforts que ça me demande de faire des choses. Donc par exemple, j'ai une stratégie de pricing dans mes offres qui fait que je suis en mesure de vendre bien mes produits sans pour autant avoir à faire un marketing qui demande beaucoup d'efforts. Et ça aussi, c'est des choses que je mets en place et qui ont pour but de soutenir ma liberté. Parce que je pourrais vendre plus cher, mais qui dit vendre plus cher dit délivrer derrière plus de choses. Donc ça induit de souvent faire plus de choses. Ça demande aussi souvent plus d'efforts marketing, machin, etc. Et donc moi, j'essaie toujours de trouver le juste milieu entre évidemment la performance, les revenus et tout, mais aussi la liberté que ça implique de réaliser ces revenus, quoi. Alors j'imagine que c'est pas ce qu'on t'a appris à l'école. C'est pas vraiment le business model parfait qu'on apprend en première année. Je crois que tu as fait un peu de commerce. Ouais. Il y a longtemps. Il y a très longtemps et très vite fait du commerce, quoi. Un peu au fond de la classe, a priori. Exact, ouais, moi j'étais... Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es arrivé à cette logique-là? Comment tu es passé, comment tu es devenu entrepreneur d'une part, et ensuite quelle quelle trajectoire t'as suivi pour arriver à cette logique qui est en fait je veux être un solopreneur au sens très littéral du terme, sans contrainte, comme tu nous les as expliqué. En fait, je suis tombé dans l'entrepreneuriat un peu, ça fait très bateau, mais un peu par hasard. J'ai jamais été extrêmement bon à l'école. J'ai toujours un peu frôlé dès le lycée, tu sais, 10 de moyenne, redoublement, machin. Jamais redoublé, mais je suis toujours passé un peu juste.
Et en fait, j'ai toujours suivi un peu la voie par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais en seconde, je voulais faire une première S, parce que mes parents me disaient c'est bien, machin, alors que j'étais nul en maths, je comprenais rien. Bon. Et je fais cette demande-là, et puis mon prof principal me rayonnait, tu vois, en mode, tu rêves, c'est pas possible avec ton dossier. Et du coup, il y avait 2 choix, c'était où je redoublais, où je partais, à l'époque, ça s'appelait STMG, c'est un bac technique. Et je lui dis, bah non, redoubler c'est mort, bac technique, tu vois. Et en fait, tous mes choix qui ont succédé donc, dans les années suivantes, c'était ça. C'était, en gros, toutes les écoles me refusent sauf une, bah, je vais ici, tu vois. C'est vraiment que des choix comme ça par défaut. Donc je me retrouve en fait à faire un BTS en alternance, un BTS MUC, en alternance dans un magasin de vêtements. Et c'est 2 années, j'ai 4 de moyenne, enfin c'est n'importe quoi. Je suis vraiment pas le profil scolaire et tout. Et en fait, pendant ces 2 années d'études-là, j'ai le système, tu sais, salarial. Je suis tombé dans une boîte où en fait, au début, c'est cool, le mec est sympa. Et puis, tu fais des efforts, tu essayes de donner un petit peu plus. Il te demande des trucs que tu n'es pas censé faire que tu fais. Et la première année, tu vois. Et la deuxième année, il commence un peu à te la mettre à l'envers. Tu demandes des trucs, il te les rend pas, il te rend pas l'appareil, machin. Tu proposes des idées, on te fait comprendre implicitement que tu es débile parce que tu as 20 ans et que tu comprends rien, alors que lui, il a 60 ans et qu'il connaît tout. Et je me suis dit, putain, si ça commence déjà comme ça, je suis mal barré, quoi. Et en fait, je tombe sur une vidéo YouTube qui parle d'un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. J'ai 20 ans à cette époque, j'ai jamais lu de bouquin de ma vie, hors scolaire, un truc qu'on t'oblige. Hein. Et je me dis, bon, vas-y, pourquoi pas, écoute, ça me parle, je vais lire ce livre. Et du coup, ça a été mon premier pas un peu dans ce domaine-là, tu vois, entrepreneurial. Je découvre ce truc, je me dis, tiens, ouais, quand même, il y a peut-être une autre voie à suivre, un autre modèle, un truc différent. Et de là, je tombe sur la chaîne YouTube d'Olivier Roland. Je regarde un peu ce qu'il fait, les autres entrepreneurs. Tu tombes, en fait, je suis tombé les 2 pieds dedans dans l'écosystème. Je vois tous ces trucs-là, les mecs qui sont libres et tout. Je me dis, waouh, c'est ce que je veux faire. Et donc, je pars là-dedans. Au début, difficilement, je me dis, faut que j'essaye de faire pareil, sauf que j'avais pas d'idée. Donc, je commence à créer du contenu. Et j'ai toujours eu un profil tourné vers l'action, où je pense qu'en fait, la meilleure façon, et je vais en venir au business model du coup, la meilleure façon de trouver des réponses, c'est d'itérer, d'avancer, d'essayer. Et donc, au début, je crée plein de contenus sur plein de sujets différents. Je parle de sport, je parle de santé, des bouquins que je lis, développement personnel et tout. Et puis, au fur et à mesure, ça se tourne un peu plutôt vers la création de contenu, l'entrepreneuriat et ces sujets-là. Et avec le business model, c'est un peu pareil. C'est qu'au début, je regardais un peu les business models qui étaient dispo, tu vois, les trucs, la méthode des petits produits, les lancements orchestrés, machin et tout, les coachings, etc., les memberships et tout. Et je me dis, je vais tester. Donc j'ai testé différentes méthodes, différents modèles. J'avais en 2018 fait des lancements avec des formations sous forme de cohortes où je faisais des lives avec mes clients. J'ai aussi lancé un membership. Et en fait, de fil en aiguille, tu testes des choses, tu te rends compte de ce qui te convient, ce que tu aimes bien et ce qui te convient pas. Et l'époque où je fais des cohortes, je me retrouve en live à Kuala Lumpur à 2h du matin en train de faire un call avec mes clients, parce qu'il est 17h en France, j'ai pas le choix. Et là, je me dis, ouais, il y a un pépin, c'est pas ce que je veux. Et en fait, de fil en aiguille, justement, c'est test après test, itération après itération, que je me retrouve à affiner, à peaufiner un peu mon business model et à faire en sorte d'avoir un truc qui me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Et peut-être que je vais encore trouver quelque chose de mieux d'ici 1, 2, 3 ans en continuant à itérer sur d'autres méthodes, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon chemin, quoi. Donc toi, la démarche, ça a été de vouloir entreprendre et faire du business en ligne, et c'est pour ça que tu as créé du contenu. Exact. J'ai pas du tout le move, je pense que c'est un move très 2010, tu vois, des youtubeurs qui se lancent par passion, de se dire, ok, je fais des vidéos pour le fun et on verra, avec pas du tout en tête la monétisation. Moi, j'avais vraiment en tête de me dire, ok, je veux monter un business, ça c'est sûr. Et la création de contenu, c'est quand même aujourd'hui un truc qui me passionne et qui m'appelle, parce que t'es pas obligé de créer du contenu pour monter un business, hein, tu peux faire autrement. Mais moi, c'est un truc qui m'a de suite plu en fait dès le départ. Je me suis dit, je teste, je verrai bien. Et puis, c'est un peu la seule solution que j'avais à l'époque. J'avais pas de contact. J'avais pas d'argent, donc autant dire que la pub, machin, c'était pas possible. Les méthodes de prospection, c'était en 2017, donc on n'avait pas tout ce qu'on avait aujourd'hui, tu vois, des trucs automatisés, enfin, c'était un peu l'évidence pour moi, tout le monde crée du contenu, je me suis dit, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, et ça a bien pris, et en termes de résultats, pas tout de suite, mais, et surtout pour moi, en fait, j'ai vraiment kiffé le process, et je me suis dit, vas-y, hein, je vais continuer, et on verra ce que ça donne. Et du coup, t'as attendu d'avoir quelle taille d'audience pour lancer ton premier produit ? Toute petite. Moi, j'étais vraiment un bulldozer. C'était en mode, j'ai pas le choix, je veux réussir, faut que j'y aille, faut que j'avance. Et je crois que la première formation que j'ai lancée, je devais avoir 170 abonnés, je pense, à l'époque, sur YouTube. Très peu sur Instagram. Et c'était une formation sur les habitudes.
Bon, j'ai pas fait de vente, hein. Ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, d'ailleurs. Mais ouais, direct, en fait, je me suis dit, faut tester. Et puis, au pire, toujours en modèle d'itération, tu testes, tu vois, au moins, même si ça marche pas, tu auras au moins créé un produit, tu sais comment ça fonctionne, tu auras fait une page de vente, un lancement, qui fait que le produit 2 que j'ai créé était mieux que le 1, le produit 3 mieux que le 2, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui fait que le jour où j'ai vendu mon premier produit, c'était un truc qui était pas trop mal. Tu vois, avec du recul, je me dis heureusement que les gens n'ont pas acheté la première formation que j'ai sortie, parce que c'était une catastrophe. Du coup, c'est le 5e produit qui a marché? Ouais, de mémoire. Je crois que c'est le 4e ou le 5e. Je saurais plus te dire si entre-temps c'est tellement vieux, mais ouais, en gros, c'est ça. À partir de la 4e ou 5e formation, j'ai fait un lancement qui a fait des ventes. Bon, 157 €. Voilà, j'ai fait 3 ventes. Mais j'étais content, tu vois. Ouais. C'était, tu te prouves à toi-même que tu es capable de gagner de l'argent sans dépendre d'un système. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, j'ai plus besoin de personne, quoi. Bon, tu vis pas avec 157 €, mais tu te prouves un truc et ça a été le déclencheur de plein de choses. Et alors, entre l'idée et le lancement, ça te prend combien de temps de passer à l'action comme ça concrètement? Entre l'idée du business et le moment où je me lance, je poste le premier contenu, Ouais, exactement. il s'est quand même bien écoulé 6 mois. Ok. Un peu syndrome de l'imposteur, plein de syndromes mélangés. C'est une période où je suis jeune, je sors des études. Je suis dans une période transitoire où en fait je postule pour une licence en web parce que j'avais l'idée d'entreprendre mais j'étais pas sûr non plus, et en fait je me dis ok, bon je vais le faire, je crée un site, puis je commence à rédiger des articles. En fait je fais pendant 6 mois plein de trucs dans mon coin, c'est en mode je fais un site, je le refais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'ai refait les trucs 40 000 fois. Au bout de 6 mois, rien ne s'est passé, tu vois, j'ai rien fait, j'ai rien posté, j'ai rien mis sur la place publique, et au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut le faire, tu vois. Alors, c'est bien beau de faire les trucs dans ton coin, mais si tu le montres pas, pendant 6 mois, j'ai fait à peu près ça de mon côté, et au bout de 6 mois, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que tu te lances. Je poste ma vidéo YouTube le 10 juin 2017. Précis. Aujourd'hui, j'imagine que le process est accéléré. Il te faut combien de temps pour lancer un projet? Ouais, de l'idée au produit, en fait. Alors, ça va dépendre. Produit formation, tu veux dire? Ouais. Ah une seconde. Enfin, pas une seconde, mais si vraiment je trouve que j'ai une idée qui est vraiment bien, 2 jours après, je commence à bosser dessus. Après, le produit, il sort pas. Enfin, ça dépend du produit que tu sors. Mais là, je suis dans un modèle aujourd'hui où avec tout ce que j'ai vécu ces dernières années, je sais qu'en fait, ce qui fait réussir une personne, c'est sa capacité à prendre vite des décisions et passer rapidement à l'action. Et peu importe si ça marche ou pas, c'est pas grave. Parce que la majorité des choses que tu vas lancer vont pas marcher. Mais en fait, plus tu itères vite et plus tu prends vite des décisions, plus tu tombes sur le truc qui marche. Et du coup, aujourd'hui, l'année dernière, j'ai fait une journée mastermind. J'avais l'idée, ça devait être un truc genre début juillet. Une semaine après, on avait booké le lieu, la page de vente était prête, on a lancé le truc, quoi. Et je me suis dit, de toute façon, on verra bien. Pire, ça marche pas, c'est pas grave. Mais si tu laisses trop de temps d'attente, en fait, entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu lances le truc, c'est dommage parce que c'est un temps que tu aurais pu récupérer sur d'autres projets par la suite. Donc, moi, je recommande vraiment aux gens de lancer vite le projet, tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, du coup, concrètement, quels sont les produits que tu vends et pour quelle cible? Alors, moi, ma cible, c'est ma mission générale, en fait, c'est que j'aide les gens, créateurs, entrepreneurs, même des gens qui ont envie de se lancer mais qui n'ont pas encore le statut en question, à vivre de leur passion. Ça, c'est ma mission générale parce que je suis convaincu que dans un monde dans lequel on passe un tiers de notre vie à travailler, si on fait un travail qui ne nous anime pas, on ne peut pas être pleinement heureux. Et en fait, vivre de sa passion, ça englobe plein de choses. Au début, moi, j'avais vraiment l'axe réseaux sociaux parce que c'est une brèche qui s'est ouverte à l'époque sur YouTube. Les vidéos ont marché. Je me suis dit, vas-y, j'ai mis un pied dans la porte et j'ai foncé. Et petit à petit, j'ai commencé à développer d'autres problématiques, à résoudre plutôt d'autres problématiques parce que vivre de sa passion, ok, il y a l'aspect développer une communauté sur les réseaux, c'est un aspect important, mais c'est pas le seul. Parce qu'une fois que tu as développé une communauté, vient la problématique d'après. C'est-à-dire, ok, comment tu monétises cette communauté? Ok, une fois que tu as monétisé la communauté, vient la problématique d'après, c'est t'es pas productif, tu sais pas faire de lancement, tu sais pas t'organiser, tu sais pas traquer tes datas, tes KPI. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs formations, donc ça varie un peu parce que des fois, j'en supprime des anciennes, enfin, je les retire de la vente plutôt. Et donc, je tourne entre 10 et 15 formations en général à l'année qui traitent de un peu de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, quoi. J'ai remarqué que les solopreneurs, souvent, ils arbitrent entre 2 modèles. Le premier où tu as plein de petits produits, et tu fais souvent évoluer ton catalogue de formation, finalement. Et le deuxième où tu focuses sur un produit, généralement assez high ticket, avec du coaching, etc. etc. Pour toi, qu'est-ce qui t'a fait pencher dans la balance côté plein de petits produits, et quels sont les avantages et inconvénients de ce modèle-là? En fait, plus tu montes vers un monoproduit cher, plus ça implique d'inconvénients
et ou davantage, en fonction de comment on le voit, que les petits produits n'ont pas et inversement. Donc en fait, les gros produits, souvent ça va demander beaucoup d'autorité pour les vendre, beaucoup de marketing aussi. Parfois, en fonction de ce que tu mets dedans, aussi beaucoup plus de gestion. Les mecs, ils mettent des coachs, tu sais, pour accompagner les clients, etc. Et donc, ça induit aussi des contraintes, à mon sens. Et à l'inverse, les petits produits, bon, alors l'avantage pour le coup des gros produits, c'est que par contre, ça demande beaucoup moins de clients. Et les avantages deviennent les inconvénients sur les petits produits. Les petits produits, ça demande beaucoup plus de clients. Par contre, c'est plus simple à vendre, moins de marketing. T'as souvent aussi moins de... tu mets pas de coach, etc. Donc, t'as aussi moins un peu de gestion. Et en fait, moi, j'ai essayé de mixer un peu le meilleur de tous les mondes, dans le sens où ma gamme de produits aujourd'hui va de 75 € d'entrée à presque 800-900 € sur mes produits. Donc, ce qui est, c'est pas du très high ticket à 2-3 000, mais ça reste quand même des sommes qui sont hyper intéressantes. Parce qu'en fait, j'ai essayé justement d'avoir ce truc où je vais chercher un peu à avoir un modèle qui me correspond et je vais chercher le meilleur de tous les mondes. Et en fait, en allant chercher le meilleur de tous les mondes, j'essaie d'avoir un système où il y a le moins de contraintes possible en gardant les avantages. Donc moi, aujourd'hui, ce qui fait que j'ai plusieurs produits avec cette forme d'échelle de valeur, ça fait que je fais beaucoup d'acquisitions clients sur du volume avec des petits produits d'entrée. Aujourd'hui, j'ai 8200, 8300 clients. Et en fait, ces clients, après, petit à petit, tu leur vends un produit au début à 75 € qui paraît anodin parce que c'est sûr que c'est beaucoup moins cher qu'un produit à 500. Ils deviennent facilement clients chez toi. Ça crée de la confiance. Ils regardent le produit, ils sont satisfaits. Le jour où tu vends un produit à 200, ils sont là en mode « Ah, ok, j'ai acheté le produit à 75, donc je sais que ça vaut grave son argent. Tac, je mets les 200, et ainsi de suite. » Ce qui fait qu'en fait, j'ai un très bon échelonnement, un très bon upsell de mes clients sur les produits. Et moi, ça me permet, sur les gros produits, du coup, d'avoir le moins de contraintes. Donc moi, aujourd'hui, sur mes 2 programmes signature, entre guillemets, qui sont à 800 €, j'ai de l'accompagnement, mais c'est de l'accompagnement asynchrone. En fait, je réponds aux questions de mes clients, mais moi, en me filmant de mon côté. Et donc, j'ai pas de live, pas de coaching, pas de groupe à gérer, pas de coach dedans non plus. Il y a vraiment, ça me demande environ 1 heure, 1 heure et demie pour traiter toutes les demandes de mes clients sur les 2 programmes. Et donc tout ça, c'est un truc, pareil, itération. En fait, j'ai testé plein de trucs différents et c'est ce qui me convient, moi, aujourd'hui, le mieux, quoi. Alors, comment tu fais ton acquisition client? J'ai 2 questions en une. Est-ce que tu fais par exemple des bundles où tu essayes de maximiser la vente de tes petits produits? Et ensuite, est-ce que l'inconvénient des petits produits comme ça, c'est pas d'être toujours en lancement et toujours en train de courir le client suivant? Comment tu fais justement pour pas t'épuiser dans l'acquisition? Justement, j'ai rajouté un autre modèle parmi tout ça, c'est que j'ai beaucoup de tunnels de vente dans mon business. Des tunnels de vente, pareil, de plusieurs sortes. Dans les tunnels de vente, tu as les trucs, ce qu'on peut appeler les gros tunnels de vente, où tu vas avoir la VSL, la masterclass, etc., qui durent 45 minutes. J'en ai des comme ça. Je vais avoir des plus petits tunnels de vente juste avec une offre unique sur la page de remerciement. Je vais avoir des tunnels de vente juste avec une relance par email. Et en fait, ces tunnels, ils sont liés et aux petits produits et aux gros produits. Pas tous, hein. J'ai pas autant de tunnels de vente que je n'ai de produits, mais j'en ai environ 5. Et en fait, de 1, ces tunnels de vente me permettent de faire justement de l'acquisition très facile sur les petits produits parce que je fais du contenu, j'incite les gens à télécharger un guide et en fait, ce guide mène à un tunnel de vente. Et en même temps, j'en fais aussi sur les gros produits parce que ça me permet aussi en continu d'avoir des gens qui rentrent du coup directement dans les grosses formations et les gros produits. Et en fait, ça me décharge effectivement un petit peu de l'aspect faire des lancements perpétuels en fait. J'en fais, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que si je fais un lancement tous les 2-3 mois, tu vois, je tourne à peu près autour de ça, peut-être tous les 2 mois. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très demandeur, vu que j'ai à côté ce système un peu de tunnel de vente, de revenus automatiques. Je mets des gros guillemets, mais c'est l'idée, quoi. Et ce lancement tous les 2 mois, c'est sur les grands produits, du coup, ceux qui sont plus chers? Ouais, c'est ça. En fait, je fais jamais de lancement sur les petits produits parce que clairement, c'est des trucs qui tournent déjà très bien en automatique et sur lesquels il faut un gros volume pour vraiment faire de l'argent, entre guillemets. Et surtout, vu que tu fais un lancement et que souvent, il faut lier une offre, en fait, vu que c'est un produit qui est déjà accessible, si en plus tu mets une offre, toi, à la fin, il te reste plus grand-chose, quoi. Et tu sors combien de formations par an? Ça dépend des années. Les années où je suis moins dans le rush que cette année, j'arrive à en sortir 6, peut-être 5-6 formations. Voilà, les années où je suis un peu plus dans le rush, j'en sors peut-être 2-3, je pense.
Du coup, tu as quand même un turnover énorme, parce que si tu as une quinzaine de formations, tu disais, disponibles en ce moment, ça veut dire que chaque année, tu en sors 5. Ouais, après, ça dépend des années, parce que par exemple, les 2 premières années, j'ai sorti beaucoup de formations de mon business, parce que c'était vraiment le truc où justement, j'avais très peu d'audience. Donc moi, il me fallait, si je voulais assurer des revenus, une certaine récurrence. Tu vois, il fallait que je sorte assez rapidement des formations pour qu'il y ait une récurrence. Et après, tu vois, par exemple, de l'année 2018 à 2019, j'ai quasiment pas sorti de formation parce que je tournais qu'avec ce système de cohorte, tu vois. En 2020, j'ai sorti 4 formations et 2021, enfin, ça dépend des années. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de turnover que ça. Mais ouais, ça dépend vraiment des années. Et la dernière fois que j'ai retiré, ça devait être en décembre de l'année dernière. Donc il y a à peu près 8-9 mois, j'ai retiré 5 formations de mon catalogue. Mais voilà, après, je les retire pas tous les ans non plus. Ça dépend, c'est vraiment... Je les retire vraiment quand je me dis, ok, je suis plus vraiment aligné avec le format ou le sujet. Je les laisse évidemment aux clients qui ont accédé, mais je les retire pas non plus à chaque fois, quoi. Et t'arrives à avoir une stratégie long terme avec cette logique de petits produits, à te dire, ok, dans 5 ans, voici mon objectif, je veux être là. Alors, est-ce que c'est un objectif de lifestyle, du coup, puisque ton business model est tourné sur ta liberté, donc est-ce que tu arrives à savoir, dans 5 ans, je veux être là, Ouais. Ou est-ce que tu apprends en faisant année après année? En fait, c'est marrant, mais avec les objectifs, j'ai arrêté de m'en fixer. Parce que, enfin, j'ai toujours une grande vision, une étoile polaire à long terme, tu vois, qui est mon lifestyle. Mais en fait, les objectifs, au début, je me faisais ça, le truc de 5 ans, 3 ans, 1 an, etc. Et en fait, maintenant, je me fais plutôt des plans sur 6 mois. Parce que je me suis rendu compte au fil des années qu'en fait, la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu seras dans 1 an sont 2 personnes totalement différentes. Que ce soit au niveau du business, au niveau des contenus, au niveau des envies, au niveau du lifestyle. Moi, j'ai beaucoup changé de mode de vie. Il y a un moment où, c'était en 2019, je rentre de quelques années à l'étranger. Et en fait, je me dis, ok, bah là, c'est bon, j'ai envie de me poser maintenant. Donc, je prends des locaux, etc. Et puis, au bout de 6 mois, les locaux, ça me gonfle, je les rends et je repars, quoi. Et du coup, pourtant, moi, à cette époque, j'étais vraiment convaincu. Je me suis dit, ok, c'est bon, je me vois être là pendant plusieurs années. Et en fait, pour éviter de créer cette frustration constante de j'ai dit que je devais faire ça, je l'ai pas fait, je change. Je suis plutôt dans un truc comme ça où je me dis, ok, j'ai ma grande vision, mon étoile polaire, mais inconditionnelles, les choses que vraiment je veux dans mon quotidien. Et ça, c'est une grande trajectoire que je vais suivre. Et après, le reste, j'essaie plutôt de planifier à moyen terme, on va dire 6-12 mois, quoi. Pour quand même, évidemment, avoir un minimum de vision sur ce que je vais faire au moins cette année. Mais ça, je me laisse aussi la possibilité de bouger si jamais j'ai envie. Donc à 6-12 mois, tu sais quel produit tu vas lancer. Exact. Et tu as ton calendrier éditorial à quel horizon? Alors, calendrier édito, c'est plutôt horizon... Ça, c'est très court terme. Hein. C'est vraiment 1 mois ou 2, surtout en ce moment. Parce que, justement, on en parlait un petit peu avant sur le fait que j'étais arrivé un peu en mode où le contenu avait perdu du sens pour moi et je voulais qu'il reprenne sens. En fait, avant, j'avais beaucoup de contenu d'avance, à la limite 2-3 mois de vidéos YouTube. Et en fait, je me perdais un peu là-dedans. Et du coup, maintenant, j'ai plutôt envie de faire des contenus où, en fait, j'ai l'idée... Je ressens ce truc aujourd'hui, j'ai envie d'en parler et j'en parle dans les semaines qui arrivent, tu vois. Ça fait plus sens pour moi d'en parler genre dans 4 mois parce que, même principe, dans 4 mois, j'aurais peut-être changé d'avis dessus. Peut-être que j'aurais pas la même vision des choses. Donc, sur le contenu, j'essaie d'avoir un truc qui est quand même assez court, assez tendu, quoi. Est-ce que le cheminement entre ta vie, les contenus et les formations que tu lances, c'est un peu genre une sorte de... Ouais. Il se passe ça dans ma vie, donc j'apprends des choses dessus, j'ai envie d'en parler, et ensuite j'ai envie de le transmettre? Ouais, exactement. Au tout début de mon business, ça l'était beaucoup. Parce que je pense qu'il y a un peu ce truc d'insouciance. Donc, je me suis lancé à 20 ans. 21, 22 ans, j'étais très jeune. Je commençais déjà à gagner ma vie. Et puis, j'avais ce truc où il y avait le feu intérieur. Je créais du contenu parce que ça me faisait plaisir. Et j'étais là, je vagabondais avec un sac à dos en Thaïlande. C'était vraiment le tout début. Donc, j'avais un super alignement, en fait, dans tout ça. Et puis, les années passent. Et puis, 3-4 ans après, donc il y a maintenant 2-3 ans en arrière, tu sais, tu commences vraiment à avoir cette position de « Ok, je suis entrepreneur, faut que ce soit sérieux, faut qu'il y ait des stratégies, faut qu'on ait des tableurs Excel, des trucs comme ça. » Et en fait, le truc, c'est que la stratégie, justement, vient un peu désaxer tout ce truc-là. En mode, par stratégie, je vais faire ce contenu dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Même si intérieurement j'ai envie de parler d'autre chose. Dans ma vie actuellement, je vis ça, mais comme j'ai mon calendrier édito sur 6 mois, je vais pas en parler. Je sors cette formation, pas parce que ça me parle du tout, hein, tu vois, j'ai pas envie d'en parler, mais parce que businessment parlant, il y a le truc du machin. Et c'est cool, ça a bien fonctionné, mais maintenant je suis plus dans un truc justement de flux tendu où les contenus que je sors, c'est parce que en ce moment je vis ça et j'ai envie d'en parler. Les formations que je sors, c'est parce que j'ai rencontré cette problématique il n'y a pas si longtemps. J'ai créé un système qui permet de résoudre le problème et donc j'en parle. Après, toujours avec de la nuance, tu vois.
j'ai le problème, la semaine d'après, je sors un contenu dessus ou une formation, mais c'est beaucoup plus cohérent, quoi. Mais ça te crée pas aussi quand même un stress et une incertitude? Parce que si demain, dans ta vie, il y a quelque chose qui fait que t'as plus envie de créer du contenu ou de sortir de sortir de formation du tout en 2025, par exemple, est-ce que tu te dis pas, mon business risque carrément de ralentir si ce n'est de s'arrêter, quoi? C'est pas grave. En fait, cette année, elle a été très compliquée parce qu'on a eu beaucoup d'événements cette année, beaucoup de challenges, etc. Mais par contre, elle m'a appris que le business, c'était pas le truc le plus important, tu vois. C'était un truc, c'est cool, c'est ton taf, c'est ta passion, tu kiffes, ça te permet d'être libre, de gagner de l'argent. Mais c'est de loin, sans doute le truc le moins important de ta vie. Ta santé, ta famille, tes amis. Et j'ai des fondations, parce que ça fait 7 ans que je fais ça, qui font que même si demain j'arrête de créer du contenu pendant plusieurs mois, ma chaîne YouTube va continuer à faire un peu d'acquisition, je vais continuer à droite à gauche à générer des revenus. Et puis après, moi aussi, j'ai assuré un peu mes arrières en investissant, ce genre de trucs. Et donc, je me laisse la liberté, je me laisserai en tout cas si ça arrive, si vraiment je me retrouve au bord du gouffre en me disant faut que j'arrête absolument de créer du contenu et de créer des formations parce que je sens que je peux plus, je le ferai du coup. Parce que j'ai compris qu'il y a des choses plus importantes, je pense, que ça. Du coup, ça fait écho à une des récentes vidéos que tu as sorties sur ta chaîne, sur le fait que c'est épuisant de créer du contenu, et que toi, tu avais fait un peu un mini burn-out de créateur de contenu en disant, en fait, j'ai perdu l'alignement entre mes envies, ce que j'ai envie ce que je produis, comment je gagne de l'argent, etc. Et c'est rare, je trouve, d'entendre des créateurs de contenu dire, en fait, le contenu que je fais moi-même, je ne le consommerai pas. Ouais. Ça, c'était hyper fort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous dire comment tu as traversé ce moment qui est difficile et comment tu l'as dépassé? En fait, c'est un moment que j'ai traversé sans vraiment m'en rendre compte. C'est marrant parce que c'était du coup fin août, donc il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois en arrière. J'avais plus trop envie de créer du contenu. Je me retrouvais en fait... c'était un peu de la procrastination cachée, tu vois. J'étais là, je me disais non, mais j'ai ça à faire, j'ai ce truc à faire, machin. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non, c'est juste que j'avais pas envie de créer, quoi. Et en fait, au début, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie de ne pas avoir envie de créer. En soi, c'est normal. Mais en creusant un petit peu, je me suis rendu compte, en regardant derrière, je me suis dit, mais attends, ça fait 1 an en fait que tu n'as pas envie de créer, mais que tu le fais parce que, entre guillemets, il faut le faire. Et quand je regardais mes anciennes vidéos, pas toutes évidemment, je mets pas tout dans le même panier, mais parmi mes 50 dernières vidéos et tout, je me disais, mais attends, je sais pas là, 80% de ces vidéos-là, aujourd'hui, je les tournerai pas, tu vois. Parce que c'est des sujets dont j'ai déjà parlé 15 000 fois, parce que c'est des trucs qui me passionnent plus, parce que machin. Et en fait, c'est comme si je m'étais menti à moi-même, comme si j'avais des œillères comme ça envers mon contenu pendant des mois et des mois et des mois sans vraiment m'en rendre compte. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a 2 solutions. C'est où, en fait, tu continues comme ça à te mentir à toi-même et à mentir aux gens, parce que les gens le ressentent. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit aussi. Et en plus de ça, c'est même pas ce qu'il y a, je pense, de plus bénéfique en termes de résultats à proprement parler, si on parle de business. Ou tu te mens à toi-même, tu continues dans cette voie-là, mais au risque, tu sais, c'est comme un élastique, tu tires. Et à un moment, c'est où tu arrêtes de tirer et tu le laisses redescendre, ou il te pète entre les doigts. Et je me suis dit, il faut que j'arrête. Donc j'ai pris une pause, entre guillemets, donc de quasiment 1 mois. J'ai rien posté, pas de story, pas de rien du tout. Et je me suis posé ces questions-là, de me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? En grosse introspection. Pourquoi t'as pas voulu créer? Réellement, pas juste j'avais pas le temps, tu vois. Si aujourd'hui les chiffres n'existaient pas, qu'est-ce que tu créerais comme contenu? Qu'est-ce qui te parle réellement? De quoi t'as envie de parler? Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de sujets dont je parlais avec mes potes, avec d'autres entrepreneurs qui étaient hyper intéressants, que je traitais pas sur YouTube, parce que j'étais pas le mec normalement qui parle de ça, ça fait moins de vues que telle vidéo, c'est pas le truc avec lequel je vais pouvoir vendre une offre derrière, un tunnel de vente, un machin. Et en fait, j'étais purement dans des réflexions stratégiques où je me disais à chaque fois, ce contenu, je le sors pas parce que le sujet me parle ou quoi, mais parce que je sais que derrière, je vais faire tel tunnel de vente, tel truc, tel machin. Et en fait, je me suis rendu compte que ça menait pas à grand-chose, quoi. Et donc, j'avais besoin de prendre cette pause, je l'ai prise, et j'en reviens du coup un peu plus grandi, avec aussi de la nuance, forcément, parce que c'est pas ou blanc ou noir, et il faut aussi un peu de stratégie là-dedans, mais je pense qu'il faut, pareil comme question d'alignement, il faut réussir à trouver l'alignement entre... ce que t'aimes faire, et puis une part de stratégie pour aussi développer ton business. Alors je veux juste rebondir sur un truc, c'est que ce que tu décris, ça me fait penser à ce qu'a pu traverser aussi Antoine BM récemment, et encore plus récemment, Elliot Meunier. Oui, il y a 1 semaine. Ouais. Exact. Et du coup, j'ai une question, est-ce que c'est incontournable quand on fait de l'infopreneuriat? Eh ben, figure-toi que c'est marrant parce que cette année, j'ai vraiment l'impression, pour avoir parlé aussi avec d'autres entrepreneurs du coup, autres qu'Antoine, et il y a aussi Emilio Abril,
qui est passé un peu par là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, c'est vraiment l'année du burn-out des créateurs. Ça y est, tout le monde en a marre. Et en fait, honnêtement, je pense que c'est inévitable. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour moi, il y a des choses dans la vie, comme l'argent, par exemple, enfin, des choses dans la vie par lesquelles tu devras passer pour comprendre ce que c'est réellement. Et c'est un vrai sujet. Et moi, j'étais dans cette position il y a quelques années, hein, dès que j'entendais, quand je gagnais pas beaucoup ma vie, pas bien ma vie, quand j'étais en intérim à l'usine et que je voyais des gens dire oui, l'argent, ça fait pas le bonheur, etc. En fait, tu t'y crois pas. Tu te dis, bah si, en fait, l'argent, ça fait le bonheur, tu vois. Tu les vois tous, ils sont là, ils gagnent 20 000 euros par mois, mais ils disent l'argent, ça fait pas le bonheur. Et puis le jour où tu gagnes de l'argent, tu te rends compte que ça fait pas le bonheur. Et je pense que c'est pareil avec ce phénomène. C'est-à-dire que nous, on crée du contenu là-dessus, Emilio en a parlé, Antoine en a parlé, Elliot en a parlé et d'autres, et on dit bien aux gens, tu vois, faites attention quand vous développez votre business, faites attention à ses coûts, faites attention à votre passion, faites attention aux contraintes. On revient à l'idée de contraintes. Sauf que les gens, en fait, ils vont dire non, mais moi, je suis spécial. Et moi aussi, je crois être spécial. Hein. Je me suis dit oui, mais ça, non. T'inquiète, moi, je vais réussir à gérer. Je vais réussir à structurer la boîte et créer du contenu de sorte à ce que non, je ne sois pas pris par le piège des chiffres et des algorithmes. Sauf qu'en fait, non. Tu vas y passer comme tout le monde, tu vois. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre que quand plusieurs personnes, créateurs, créatrices, partagent un vécu sur un truc, c'est que quand même, il y a une part de vérité derrière, et essayer de prendre un peu plus sérieusement ce genre de message pour éviter ce genre de truc, quoi. Donc, je pense qu'il y a une part d'inévitable. Je pense que ça peut être évité aussi si on fait attention un petit peu à ça. En fait, c'est un peu à l'opposé de ce que m'inspire par exemple Alex Hormozy. Je sais pas si Oui, tu oui, vois. bien sûr. Ouais. Et je pense qu'on a un peu ce truc de se dire le business peut être une passion, et c'est le cas, je pense, chez le couple Hormozy. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment leur passion, ouais. ils vivent pour ça, Mhm. et voilà. Et peut-être qu'on tombe un peu tous dans le fait que c'est ma passion aussi, jusqu'à ce qu'on réalise que en fait non. En fait, j'aime beaucoup le business, mais c'est pas ma passion, c'est pas ma raison de vivre. Ouais, je pense que oui, il y a... De toute façon, c'est biaisé par le principe même de l'argent. Je pense que en gros, le fait d'avoir du profit, des revenus sur ces sujets-là, fait qu'en fait, parfois, tu peux te raconter des histoires. Tu essaies de te convaincre que oui, monter tel projet, tu kiffes ça, etc. Mais c'est comme le contenu. Si on essaye d'omettre les métriques, donc si demain tu devais faire une vidéo YouTube mais que les vues n'existaient pas, que les likes n'existaient pas, que les commentaires n'existaient pas, de quoi tu parlerais, tu vois? Et c'est ça le vrai sujet. Donc si demain, tu dois lancer un projet, une formation, un business, ce que tu veux, mais que peu importe ce que tu lances, tu vas gagner 1 500 € à la fin du mois, qu'est-ce que tu lances, tu vois? Et c'est ça les vraies questions. Et en fait, quand tu te poses ces vraies questions-là, tu te rends compte qu'il y a plein de projets que tu lancerais pas, qu'il y a plein de contenus que tu ferais pas, et en fait que c'est forcément des choses qui viennent un peu biaiser forcément ta prise de décision. Et c'est normal, faut pas non plus s'en vouloir en se disant putain, je suis biaisé par l'argent, on est tous biaisés par ça. Mais en avoir conscience, je pense que c'est le maître mot, quoi. Si t'as conscience des choses, déjà, c'est un bon point. Alors, on a pas mal parlé un peu mindset, raison d'être, alignement. On a un peu parlé de strat avec ta logique petit produit, somme de petits produits plutôt qu'un seul et même gros produit. T'as quand même une approche très signature avec tes 2 produits phares. J'aimerais bien qu'on regarde un peu, qu'on soulève le capot et que tu nous dises un peu ce qui tourne derrière. Donc, tu es seul et c'est un principe. Pour toi, c'est ton business model d'être solopreneur. D'ailleurs, tu as écrit un bouquin sur les solopreneurs. Du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu après. Ouais. Et qu'est-ce que tu entends par c'est quoi un solopreneur? Et après, est-ce que tu peux nous dire comment est structuré ton business? Parce que tu peux être solopreneur, mais évidemment, tu travailles pas seul, tout seul. Est-ce que tu peux nous soulever un peu ce capot et nous dire ce qu'il y a derrière? Exact. Alors, ce qu'il y a derrière mon entité aujourd'hui, donc toutes les formations, le contenu que je fais, etc. Donc, il y a moi, solopreneur. Et ce que j'entends par solopreneur, c'est une personne qui est seule dans son entreprise. Donc vraiment par le fait URL, si on parle de statut. Seul actionnaire. Ouais, seul actionnaire, et donc qui n'a pas de salarié ou d'associé. On en revient toujours à cette notion de contrainte, parce que moi je travaille qu'avec des freelances, et c'est aujourd'hui le truc le moins contraignant, parce que on en revient aussi à cette notion de coût. En fait, tu te rends compte que quand tu as des salariés, par exemple, tu as des coûts à maintenir tous les mois, donc pour maintenir ces coûts-là, il faut lancer des projets, sauf que si tu n'as pas lancé des projets, tu vas commencer à être bloqué. Donc pour moi, le solopreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui est indépendant dans sa structure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il travaille forcément tout seul. Moi, je ne travaille pas tout seul. Dans mon équipe, on est 3, enfin 4, donc 3 plus moi, de façon récurrente. Vraiment à peut-être une dizaine d'heures par semaine par personne. Donc j'ai une monteuse qui s'appelle Maxime, j'ai une assistante opérationnelle qui s'appelle Léa,
donc ma monteuse monte, forcément. Mon assistante opérationnelle, c'est un peu mon bras gauche à tout faire. Dès que j'ai des trucs opérationnels à faire que je ne peux pas ou que je ne veux pas faire ou que j'ai pas le temps de faire, elle s'en occupe. Donc vraiment, ça peut aller de juste gestion de la communauté à parfois faire la migration de vidéos, de formations. Vraiment, c'est un couteau suisse. Et je bosse avec Jessica, du coup, qui est ma copine, qui est bras droit dans mon business. Donc, qui, elle, est plutôt sur la partie stratégique. Donc, il y a elle qui s'occupe du marketing, essentiellement. Donc, c'est elle qui fait les lancements, ce genre de trucs. Et c'est un truc que j'ai délégué dans mon business. Et ce qui me permet, moi, en fait, de me concentrer vraiment sur l'idéation des contenus, des formations, la structure des formations, les choses, en fait, où j'ai une réelle plus-value que j'ai à apporter, quoi. Attends, je vais clarifier un truc. Tu payes ta copine pour travailler pour toi? Exactement. Ça se passe bien? Très bien. Ok. Ça, Fallait demander. Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. C'est un énorme sujet. Et en fait, nous, ça s'est toujours très, très bien passé. C'est challengeant parce que forcément, si ça se passe mal ou quand ça se passe mal, il y a toujours ce truc de que ça vient empiéter la vie perso, etc. Mais nous, on a toujours eu en fait déjà une très bonne communication. Je pense que c'est indispensable, mais que ce soit travailler avec ta copine ou pas, t'as pas de bonne communication, déjà c'est compliqué. Et on a toujours eu ce cadre où on s'est toujours dit ce qui est dans le pro reste dans le pro, ce qui est dans le perso reste dans le perso, et on a toujours maintenu ce truc. Mais ouais, ça se passe extrêmement bien, et c'est un peu à double tranchant. C'est comme avoir un associé, c'est un peu pareil, c'est que en fait tu doubles les pertes mais tu doubles les gains. Donc en gros, si ça se passe mal, ça se passe très mal. Par contre, si ça se passe bien, ça se passe très bien. Et en fait, ce qui est cool, c'est que dans des postes qui sont clés comme ça, comme le marketing, avoir quelqu'un de réellement investi comme si c'était sa boîte, en fait, c'est génial. Parce que là, tu vois, t'as une personne qui bâcle pas le travail, qui fait pas les choses à moitié, qui est réellement investie sur les idées, sur ce genre de trucs, et c'est vraiment kiffant, quoi. Et d'ailleurs, on a commencé le podcast en disant qu'on était chez toi. Il me Oui. semble qu'en fait, on est chez vous. Exact. Là, c'est un projet que vous avez fait tous les deux. Tu nous en parles un peu? Ouais, exact. Donc, on a monté ce studio en juin de cette année. Et on est du coup pas 2, mais 3 sur le projet. 3. Donc, on est avec Jessica, du coup, et Teddy, qui est son frère. Et en fait, toujours un peu dans cette idée de se concentrer sur sa zone de génie, tu vois. Nous, il y a toute une partie qu'on gère pas, c'est la partie commerciale. Et du coup, lui est très bon là-dedans, donc on l'a intégré au projet. Et c'est un projet qu'on a lancé parce que il allait dans la lignée en fait de ce qu'on produisait sur Internet, des offres dont on avait besoin. Donc moi, qui ai tourné pas mal de podcasts en physique, à chaque fois je montais à Paris pour les faire, etc. Et du coup, pour nous, c'était un projet vraiment qui faisait sens de se dire, je pense que c'est la bonne idée au bon moment, et on lance le truc maintenant, quoi. Tu as parlé tout à l'heure de ton business model qui repose à la fois sur une partie d'automatique avec des tunnels de vente et une partie de lancement, tous les 2-3 mois, tu disais. Aujourd'hui, ton volume d'affaires à l'année, en pourcentage, c'est combien sur les lancements et combien sur l'auto? Ça varie d'une année à l'autre, mais on tourne entre 60-40 à peu près. Donc au profit de... En fait, ça dépend. C'est marrant, mais en 2022, ça devait être 60-40 au profit de l'Evergreen, de mémoire. Et l'année dernière, on est à 60-40 à peu près au profit des lancements. Donc je pense que si tu le lises sur vraiment le début, c'est à peu près 50-50. Ouais. Ok. Ouais, parce que ça dépend énormément de la partie Evergreen dépend énormément de l'impact des contenus, tu vois. Il y a des périodes où, là, forcément, par exemple, sur le mois de, typiquement août-septembre, où j'ai quasi pas posté de contenu, forcément, il y a un impact sur l'Evergreen, c'est une certitude. Et en fait, vu que, comme la croissance dans un business est vachement cyclique, le trafic que tu touches, etc., en fait, ce côté cyclique se retrouve vachement dans les ventes de l'Evergreen. Ok. Mais ouais, 50-50 environ. Et tu fais tout, pardon, on l'a pas clarifié, mais tu fais tout en organique ou tu as des ads? Alors, j'ai toujours tout fait en organique. J'ai testé de l'ads en solo. J'ai testé de l'ads en agence 3 fois, avec 3 agences différentes. Et en fait, il s'avère qu'on n'a jamais été rentable. Okay. Pourtant, pas a priori un souci d'agence, parce que c'est des très bonnes agences, elles ont fait leurs preuves, enfin tu vois, ça dépensait 10 millions en pub par année, donc tu vois, c'est pas un... Mais en fait, si tu veux, la conclusion nous à laquelle on est arrivé, c'est que aujourd'hui, moi en tout cas dans mon secteur, dans le Make Money, tu vois, le problème étant que tu payes tes coûts par lead extrêmement cher, et en fait, si derrière tu veux t'y retrouver d'un point de vue monétaire par rapport, parce qu'en fait t'es en concurrence directe avec les autres qui font de la pub, si tu vas avoir des coûts par lead qui sont plus faibles,
bah en fait, faut trigger les mecs avec des promesses de fou, quoi. En fait, moi, ma promesse, c'était c'était une formation sur Insta, donc pour développer son business sur Instagram. Et la promesse, c'était en gros de créer et développer un business rentable et stable sur la plateforme, tu vois. Et en fait, quand t'es en concurrence avec des mecs qui te disent 10 000 € en 30 jours, tu perds le lead et derrière, bah, on a vachement, le marché s'est vachement adapté, il a vachement évolué aussi en ce sens où les gens maintenant ont l'habitude, tu sais, de booker des calls, closer, machin, et moi, c'est des systèmes que j'ai pas envie de mettre dans mon business. Donc, on a testé plein de trucs, on a testé plein de formats, ça n'a jamais été hyper rentable. Et du coup, voilà, je vais peut-être retester cette année avec un autre modèle. Mais ouais, toujours en organique, ça a toujours bien fonctionné. Est-ce que tu peux nous expliquer l'anatomie d'un lancement réussi Ouais, alors l'anatomie d'un lancement, je vais prendre le lancement pour moi qui a le mieux fonctionné. Comment est-ce qu'on l'a structuré? Et c'est marrant parce que, en fait, ça a été. C'est pour ça que je prends ce lancement, je pense que c'est un bon exemple. Ça a été quasi la même anatomie que d'autres lancements. Mais je pense qu'il y a un vrai point clé, hein, et c'est pour ça que depuis le début, je parle d'itération et de lancer vite les choses. C'est que le meilleur lancement qu'on ait jamais fait en organique, nous, c'était en 2022. On a fait 82 000 € en une semaine, donc 100% en organique, et avec un lancement assez simple, parce qu'on a envoyé que des emails, pas fait de masterclass, machin, etc. Et en fait, pour moi, ce qui a beaucoup joué là-dedans, je vais revenir sur la structure du lancement, hein, mais c'est surtout d'avoir la bonne offre au bon moment par rapport au marché. Et en fait, je pense que c'est hyper important de comprendre ce truc-là, parce que parfois, dans ton marché, par rapport à certaines problématiques, sortir des produits à un instant T plutôt que 6 mois plus tard, ça peut vraiment tout changer en termes de résultats. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une question de ressenti en mode, si jamais tu penses que c'est le bon moment pour le faire, faut le lancer, quoi, faut y aller. Et cette formation, elle n'était pas censée sortir maintenant à la base. À la base, je devais lancer une autre formation sur le marketing d'influence, sauf qu'en fait, en bossant avec Jess, on s'est dit, ouais, bon, je pense pas que ce soit la bonne idée, on va plutôt changer. Et notre planning de 6 mois a évolué et on s'est retrouvé à faire le meilleur lancement qu'on ait jamais fait. Donc, c'était une formation qui s'appelle l'École des formateurs, qui est toujours dispo. Et en fait, la formation sur la structure qu'on a suivie, qui est une structure assez classique, c'est que pendant environ 6 semaines avant le lancement, sur Insta notamment, on va essayer de prendre un peu la température sur la problématique. Donc, tu vas tourner des contenus sur le sujet, tu vas commencer à faire des quiz, des sondages pour essayer de voir les problématiques des gens, etc., commencer à apporter de la valeur, commencer à montrer aussi un petit peu tes positions par rapport à ce sujet-là, etc. Donc, pour vraiment faire chauffer un petit peu la salle, monter la température. À côté de ça, pendant cette même période, moi, je bosse sur la formation et je tease aussi forcément un peu dessus. Donc, il y a vraiment ce côté un peu hype, les gens étaient hyper intéressés. Et encore une fois, on en revient aussi à ce truc de timing, tu vois, qui fait que c'était aussi un moment où les gens en avaient besoin. Donc, on fait ça quasiment jusqu'à date de formation. Une semaine avant, on commence vraiment à teaser sur le fait que la formation va sortir, qu'il y a une formation qui va sortir. Et en fait, le jour J, je suis quasiment toujours la même structure. J'ai une structure, donc une campagne de mail qui part, une campagne de mail qui est plus ou moins longue en fonction du produit. Là, c'était un produit qui coûtait 700 €. Donc, on a envoyé 8 mails sur 7 jours avec 3 phases. Donc, on a une première phase qui est vraiment s'axer sur le côté ouverture de la formation, annonce, etc. Vraiment sur, tu vois pas du tout les bénéfices, la promesse et tout, vraiment juste la formation, on va checker. Une deuxième phase qui va plutôt s'axer sur les problématiques que rencontrent les gens aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que ils n'ont pas lancé de formation, pourquoi est-ce que les formations qu'ils ont lancées n'ont pas marché, etc. Vraiment sur la partie solution, quoi, problème-solution. Et une troisième phase qui va plutôt être sur la partie preuve sociale, urgence. En fait, là, tu viens réassurer les gens sur le fait que la formation est la solution à leurs problèmes. Et en fait, on a un peu la même structure sur Insta qui vient un peu se superposer avec d'autres angles de story. On va plutôt essayer de prendre des axes différents en mode... je me souviens parce que j'ai rebossé dessus il n'y a pas longtemps, là. J'avais fait une story coaching versus formation, tu vois. Vraiment, tu essayes de prendre des points qui intéressent les gens, des vrais sujets de débat, et tu donnes ton opinion là-dessus. Et pareil, pendant une semaine, et après la fin de la semaine... fin de l'offre. Tu te rappelles du ratio de vente entre l'emailing et les réseaux ? Ouais, parce que je traque ça. De manière générale, dans mon business, je suis à 70-30. Donc 70 mails et 30% à peu près réseau. Donc je dois avoir, je crois, sur les 30%, je dois avoir 20%, 25% Insta et 5% YouTube, même pas. Donc ouais, quasi, moi je fais que du mail. Mais ce qui est marrant, du coup, c'est qu'on a fait les mêmes tracking avec Jess, parce qu'elle a aussi un business de formation, et elle, c'est l'inverse. Elle a 30% email et 70% Insta. Et elle fait la même chose sur l'emailing ? Ouais, le structure, ouais. Type de lancement, ouais, c'est quasi pareil. C'est juste qu'en fait, sa commu fait que les gens sont beaucoup plus hype sur Insta, ils ont plus l'habitude, etc. Parce qu'elles font de l'accompagnement Instagram. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est bien, parce que souvent on me dit, enfin, tu vois, on va dire sur Internet, ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, faut faire ça.
Sauf qu'en fait, dans les faits, ça dépend de plein de choses et je pense que c'est bien d'avoir ces KPI-là pour savoir un peu où tu mets tes actions. Par exemple, moi, j'ai zoomé du coup sur la partie Insta et sur la partie Insta, on fait 9 ventes sur 10 via les stories, quoi. Et donc, je me prends même plus la tête aujourd'hui, les posts de vente, je fais des trucs vite fait en mode, je sais que de toute façon, ça vend pas. Je sais que 90% des ventes sur Insta, elles se font en story. Donc, je fais full story et je fais 2-3 posts de vente dans la semaine, mais je me prends... Avant, tu sais, je bombardais en posts de vente, je faisais vraiment 2-3 posts, des réels, des trucs bien léchés et tout. Sauf qu'en fait, les gens, ils achètent pas via les posts, ils achètent en story, quoi. J'ai une dernière question, Ops. Parce que là, en t'écoutant, je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent « Ok, mais comment il fait pour traquer tout ça ?» Ok. Est-ce que tu peux me parler de ta stack d'outils et ce que tu as mis en place justement pour avoir toutes ces données qui sont hyper précieuses? Alors, juste sur le côté KPI, alors il y a 2 façons de le faire. Il y a la façon un peu novice que moi, je recommande au début. Ça sert à rien de se prendre la tête. En fait, toujours itération, c'est quel système tu peux mettre en place pour te lancer le plus rapidement possible. Et moi, je préfère quelqu'un qui se lance avec un truc qui est moyen, mais qui se lance, quelqu'un qui commence à mettre des trucs hyper complexes, mais qui le fait dans 6 mois, tu vois. Et en fait, le truc le plus simple que moi, je conseille aux gens, c'est que par URL de vente, donc par plateforme, tu vois, donc tu vas, on va dire, t'as email, story Insta et bio Insta. Et ben en fait, tu vas utiliser, donc moi, je fais des lancements avec des réductions, tu vas utiliser un coupon de réduction différent. C'est pas le truc le plus poussé, mais déjà, tu fais ça, tu sauras au moins un peu comment ça se répartit. Après, c'est sûr qu'il y a des cookies qui s'installent, le mec il va passer par le mail, après il va acheter via Insta, ça va comptabiliser le mail, mais au moins tu sais un peu où l'origine source. Et sinon, moi aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est Eros, donc il y a un outil de tracking à la base très connu pour la publicité, mais qui a aussi une fonction organique que moi j'utilise du coup pour l'organique. Et en fait, ce qui est bien avec Eros, c'est que tu as des datas qui sont un peu plus poussées, précises, et sur l'origine source, donc d'où viennent tes leads, et sur la source, donc via quel mail, enfin pas mail, ouais, l'attribution, via quelle URL ils ont cliqué en dernier avant d'acheter. Et ce qui fait que tu as beaucoup plus ce truc où les gens, même s'ils ont cliqué 3 fois dans ta liste mail pour acheter l'offre et que finalement ils achètent après avoir cliqué dans ta story, ça va comptabiliser vraiment la story. Et ça permet aussi d'avoir des datas hyper précieuses sur l'origine des sources de tes leads. Moi, je sais par exemple que dans mon business, j'ai 2 fois plus de leads sur Insta que YouTube. Donc, si je fais 1000 abonnés lead via mes vidéos YouTube, j'en fais 2000 sur Insta. Par contre, YouTube dépense 4000 €, alors qu'Insta en dépense 2000. En fait, en gros, je suis 4 fois plus rentable sur YouTube que sur Instagram. Et en fait, avoir ces datas, c'est hyper précieux parce que t'as vite fait de te dire, ok, bah c'est cool, je fais des réels qui font des vues, etc. Mais tu te rends compte en fait qu'un lead YouTube, c'est beaucoup plus rentable. Et donc, je fais tout ça avec Eros, mais c'est technique et un peu chiant à mettre en place. Et du coup, ça dépend d'où on se situe, quoi. Et le pilotage de tout ça, tu l'organises sur un Notion que tu partages avec ton équipe ou tu travailles avec d'autres Le pilotage de tout ça, je le fais sur un Notion que je partage pas avec mon équipe. Enfin, si, on fait juste les points avec Jess sur les lancements une fois qu'ils sont terminés. En fait, dans mon Notion, j'ai un projet de lancement. Et en fait, à chaque fois que je fais un lancement, je crée un nouveau projet. Et sur ce projet, je vais avoir le suivi du projet. Donc, où est-ce que j'en suis? Est-ce que les mails sont prêts, etc. Et tout en bas, j'ai une petite case analyse et où en fait, je vais rentrer justement à l'analyse. Et après, j'ai un petit report dans un Google Sheet pour vraiment avoir les datas principales qui sont reportées, quoi. Mais je fais ça à la mano, je n'ai pas trop de système, c'est vraiment tranquille. Tu fais simple, quoi. Ouais, exact. Trop cool. Écoute, on a une petite tradition pour Ok. clôturer le podcast. Oula, c'est quoi? Attention, la petite tradition, c'est de te proposer des dilemmes. Ok. Et il va falloir que tu nous dises entre la peste et le choléra, lequel tu choisis. Aïe. Premier dilemme. Est-ce que tu préfères ne pas faire de vidéo pendant 1 an ou manger le même plat tous les jours pendant 1 an? Oh, bah, le même plat tous les jours. Ah ouais, parce c'est que vrai. c'est déjà ce que je fais. En fait, Vite, c'est pas un dilemme. Ah ouais, non, moi je suis un mec super boring là-dessus. Je mange toujours le même plat tous les... Tu fais du sport? Oui. Tous les gens qui font du sport. Ah, c'est ça. Moi, je suis hyper mono bouffe, quoi. Riz, tomates cerises et un peu de poulet. Non, pas de poulet, plutôt végé, mais Ok. voilà, des trucs végés et tout. Mais moi, tous les jours, dans mon frigo, il y a que ça. Ok, Et même pas parce que je me force, mais vraiment parce que j'adore. Et c'est hyper pratique aussi. Ouais, je suis incroyable. comme toi. Ah ouais. Je suis comme toi sur la nourriture et pas que, j'achète toutes mes fringues en plusieurs exemplaires. Non, mais aussi. moi, le t-shirt Uniqlo, là, j'en ai genre 10. Mais Comme ça, en fait, j'arrive dans mon armoire, je suis pas là en mode. mode, Qu'est-ce ouais. que je mets? Ah, j'ai t-shirt noir et voilà. Ok, Hop. donc tu manges pareil, tu t'habilles pareil. Exactement. Il y a d'autres trucs que tu fais pareil tout le temps? Qu'est-ce que je m'habille pareil? Est-ce que t'es un mec à routine, genre tes journées Ah ouais, sont... moi je suis un mec hyper. Alors, ouais, je suis un mec hyper routinier. Genre, je vais avoir, en fait, surtout le matin. Genre vraiment, moi, ma matinée, c'est tous les jours la même. C'est tous les jours là. Donc, bon, je me lève,
forcément, sinon c'est Ça compliqué. Et je déjeune toujours la même chose. Pareil, parce que j'aime bien. Après, je vais boire mon café toujours dans le même café. J'y vais à pied et ça me permet un peu de marcher et tout. Je m'entraîne, donc je vais au CrossFit le matin et je rentre, il est déjà midi. Donc je vais manger. Et après, je bosse l'après-midi en général. Ok. C'est marrant, j'ai testé cette journée hier, parce que justement, je cherche le bon moment où faire ma session de CrossFit. Et j'ai testé ça, très efficace, effectivement, Pas de mal, dire hein. à midi, t'as fait tout ton sport, et après C'est tu ça. bosses. En fait, Ouais. moi j'aime bien, c'est un principe tiré du livre de Stephen Covey, c'est First Thing First, donc les premières choses en premier. Et en fait, moi, comme dans la vie, mon business, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que ça vient après d'autres choses. Si en fait demain tu me demandes de choisir entre ma santé, ma famille, mes amis ou le business, je prends tout le reste sauf le business, tu vois. Et en fait, dans une journée idéale, je me dis, c'est quoi du coup les trucs hyper importants pour moi à long terme? C'est sûr que demain, c'est de bosser sur mon business. Mais à long terme, c'est quoi vraiment les objectifs? Pour moi, c'est ça, c'est d'être en bonne santé, c'est tous ces sujets-là. Et du coup, je sais qu'au moins le matin, en les faisant, je rentre chez moi, il est midi, j'ai un peu bossé, un peu fait d'écriture ou autre, mais je sais qu'il est midi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si après l'après-midi je bosse, je bosse parce qu'il faut que je fasse des trucs. Mais si jamais j'ai pas envie pour x, y raison, je le fais pas, mais au moins j'aurais fait des trucs importants de ma journée, quoi. J'adore. Voilà. 100%. Mais du coup, ouais, hyper routine. Deuxième dilemme, si demain tu devais recommencer à 0 en termes d'abonnés, sur Insta ou sur YouTube? Ouh. YouTube. YouTube? Ouais, YouTube. Moi, je suis un pur produit de YouTube. Je suis un pur produit de YouTube en tant que créateur et consommateur. Faire des vidéos, j'aime bien parler. En fait, ce que j'aime un peu moins avec Instagram, c'est vraiment la notion de nuance qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses hyper intéressantes dont on peut parler, mais vu que c'est des formats hyper courts, t'as pas le temps d'amener de la nuance. Et pour moi, la nuance, c'est là où en fait, t'as vraiment les sujets qui sont hyper intéressants. Et c'est pour ça que les podcasts, j'aime bien, les vidéos, j'aime bien, parce que t'as le temps de parler de certains sujets, tu vois. Et je trouve que c'est là où t'apprends le plus de choses, et moi, là où je prends le plus plaisir. Donc, clairement, YouTube, même si je sais que c'est pas la plateforme qui part le plus vite, mais c'est vraiment le kiff. Alors, troisième question, troisième dilemme, mais qui est plutôt sur du lifestyle. Tu nous l'as dit tout à l'heure que tu as été digital nomade, que tu as pas mal voyagé et que justement tu aimes la liberté géographique, la liberté financière, la liberté sous tous ces angles. Donc, est-ce que tu préfères pouvoir voyager quand tu veux, mais retourner salarié, ou ne plus jamais voyager à l'étranger, mais rester solopreneur? Salarié, je suis en remote. Ouais. Mais t'as un chef, des réunions, un manager. Mais je peux faire mes... oui, forcément, je peux faire mes horaires. Enfin... du 9h... oui, mais du 9h... 18h, quoi. 18h de là-bas. Ah putain, c'est dur, ça. Putain, j'hésite. Franchement, je sais pas. En fait, là, sur le papier, je te dirais salarié. Ok. Pour la liberté géographique. Pour la liberté, ouais, géographique. Mais je sens que si je fais ça, je vais tenir 3 jours et je vais péter un câble. Donc, en vrai, je pense, si je me mens pas à moi-même, je pense que je dirais quand même entrepreneur et... Ouais. Je voyagerai plus géographiquement, mais moi, je serai libre de mes journées. Et je pense que ça, c'est ce qui compte le plus. Ok, quatrième dilemme. Demain, tu dois devenir soit vidéaste à la solde pour la Corée du Nord. Ah oui, ok. Sympathique. Sympa, ça. Ou alors, tu dois tourner que des vidéos qui dépassent jamais les 100 vues. Ah vidéo qui dépasse jamais les 100 vues. Okay, direct. Ah ouais, direct. Direct parce que je pense sincèrement que si t'as vraiment 100 personnes, mais 100 fidèles, et que tu traites de sujets qui sont pas hyper pointus forcément, mais vraiment que tu traites les sujets en profondeur, tu peux faire des choses hyper intéressantes. Déjà, c'est cool, puisque même si c'est que 100 personnes, sur Internet, ça paraît pas beaucoup, mais en vrai, 100 personnes, c'est énorme. Et je pense que même 100 personnes, si c'est 100 fidèles et des gens qui kiffent vraiment ce que tu fais, tu peux même monter un petit business. Hein. Ça, au final, tu auras 100 clients, quoi. Ok. Trop bien. Et dernière question, il y a eu les JO là récemment, tu sais, il y a eu le grand débat sur on met les anneaux sur la tour Eiffel, etc. Okay. Les anneaux vont disparaître, les JO c'est terminé. Okay. Du coup, il y a une place à prendre sur la tour Eiffel. Si on te la donne, tu écris quoi dessus? Oh là là. Ou tu mets quoi? Et t'as le choix, tu peux mettre un symbole, du texte. Je vais te dire une citation que je trouve extrêmement cliché. Mais alors vraiment, il n'y a pas plus cliché que ça. C'est vraiment, tu sais, sur les comptes Insta, là, voilà, il n'y a pas plus cliché, mais qui reflète bien un peu mon parcours et un truc dans lequel je crois profondément, c'est « Tout est possible à qui croire et ose la bonne jeunesse ». Un truc du genre. Mais, même si c'est hyper bateau, je trouve ça hyper vrai. En mode, moi, si tu m'avais dit, il y a 7 ans, quand j'étais le mec du fond de la classe, machin, personne voulait de moi, les écoles me refusaient à tour de bras, j'étais là...
Bon, cool, super. Si tu m'avais dit, t'auras une boîte, tu vas payer des gens, tu vas leur permettre de vivre, tu vas voyager, tu auras investi, je te dirais, mais c'est impossible. C'est impossible que j'arrive à faire ça. Si tu m'avais dit, t'écriras un livre et tout, je te dirais, mais j'en lis déjà même pas des livres, comment tu veux que j'en écrive un, tu vois? Et en fait, bah si. Faut juste y croire, faut juste travailler dur, continuer, pas lâcher, itérer beaucoup et passer beaucoup à l'action, rapidement. Et je crois que c'est une citation de Xavier Dolan. Possible. Alors là, je retiens pas les noms, moi, mais Trop bien. j'aime beaucoup. Le mot de la fin incroyable. Merci Voilà. beaucoup. Avec Merci, plaisir, Tony. c'était trop cool.